Eh ben, allons-y, et puis ça fera venir les prochains. Eh ben, je suis heureux de vous accueillir dans ce webinaire qui sera donc consacré de manière générale à la mise en place, la structuration et le suivi, le pilotage d'une politique handicap. Je remercie Stéphane Guénaud du Handipact et Céline Demello, qui est également, je crois, parmi nous, d'avoir préparé activement et puis d'animer cette séance. Je remercie également nos invités, donc Monsieur Nicolas Thiel, qui est DRH du conseil départemental de la Moselle, qui va nous livrer une illustration concrète de ce qu'on va se dire. Les membres du RHM, et puis Madame Groth, dont tu as dit, Stéphane, à l'instant qu'elle n'était pas disponible juste à ce créneau-là, et donc dont l'intervention sera diffusée au cours de la séance. Merci à tous de, de vous être inscrits et de participer à cette réunion. En fait, l'enjeu, hein, qui dit politique handicap, dit forcément une nécessité, hein, que cette politique soit portée, soit le fruit d'une volonté. Qu'on y mette bien sûr des ressources et des moyens correspondants, parce que gérer une politique handicap qui réussit, on le voit bien sur les exemples dont on dispose dans notre région et partout ailleurs d'ailleurs. Voilà, une politique handicap, ça ne peut pas être que répondre à la demande des agents qui manifestent un souhait de se faire accompagner. Il y a vraiment l'importance d'une volonté, alors que j'appelle politique, mais au sens large du terme, hein, d'une volonté, je dirais, stratégique, d'une volonté de voir à terme qu'est-ce qu'on attend d'une politique handicap et qu'est-ce qu'on met dedans de manière à pouvoir effectivement rendre le plus compatible possible les fonctions avec la situation de chaque agent concerné. Voilà, donc je m'arrête là sur l'introduction. Je pense que la thématique, et j'espère, vous apportera à chacun à la fois des apports, mais également des illustrations qui montreront bien en fait le bénéfice qu'on peut tirer, si j'ose utiliser ce terme, mais le retour en tout cas qu'on peut tirer de la mise en œuvre d'une véritable politique handicap. Je te laisse la parole, Stéphane, pour animer cette réunion que je vous souhaite excellente. Merci Philippe pour cette introduction. Alors, c'est vrai que c'est la première fois euh, que l'on construit un webinaire exclusivement bâti autour de la vision et du discours de service des ressources humaines, et en particulier en ayant le témoignage de DRH qui ont construit une politique handicap qui fonctionne, une expérience réussie, et on l'a fait en direction de deux cibles. On a aujourd'hui quelques DRH qui viennent, qui viennent curieux, alors qui ont déjà des politiques handicap et qui ont envie d'aller un peu plus loin, et puis d'autres qui viennent par curiosité en disant, ben, regardons voir ce que des collègues ont réussi à construire. Et puis, nous avons pour beaucoup des référents handicap dont certains se plaignent, ou en tout cas souffrent dans leur pratique professionnelle. Eh bien, on va dire certains se sentent un petit peu tout seuls à porter la politique handicap. Certains souffrent un peu de ne pas avoir assez de portage politique, ou pas toujours les besoins, ou pas toujours les décisions qui permettent de traiter efficacement, rapidement les situations. Et certains d'entre vous nous ont sollicité en disant, mais écoutez, aidez-nous à convaincre. Alors, je vais vous demander un petit peu de discipline sur les micros, parce que si vous ouvrez vos micros, on va être embêté par des bruits parasites.
chouette. Merci d'avance. Et donc, et l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir ces témoignages pour que vous puissiez faire un peu écho de ces expériences et que vous puissiez remobiliser et convaincre en interne si c'est nécessaire. Alors effectivement, on va avoir un premier temps avec Nicolas Thiel, qui est avec nous sur une grosse demi-heure, hein. Monsieur Thiel, vous êtes effectivement DRH du conseil départemental de Moselle. Vous êtes conseil départemental, une convention avec le FIP depuis plusieurs années. Et donc, on peut dire aujourd'hui que vous faites partie des employeurs qui ont une politique handicap bien développée dans une bonne dynamique. Et donc, merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Et ce qui nous intéresse, comme je viens de le dire, c'est votre vision de DRH. Quelle est votre vision de cette politique handicap? En quoi sert-elle la politique ressources humaines du conseil départemental? Bien, merci pour ces quelques mots et puis bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai compris que c'était une première, hein, donc content d'inaugurer en tous les cas cette modalité. Alors peut-être quelques mots de présentation du contexte, en tous les cas, collectivité territoriale, département de la Moselle. Donc la Moselle est un département dans le nord-est de la France, frontalier avec l'Allemagne, le Luxembourg, pour vous situer un petit peu, on n'est pas trop loin de la Belgique non plus. Département d'1 million d'habitants qui assure l'ensemble des missions de service public départemental, et pour ce faire, nous sommes 3000 agents, une collectivité quand même de taille importante. 3000 agents avec près de 145 métiers. C'est un petit peu la richesse d'une collectivité comme la nôtre, de pouvoir aussi présenter une diversité de métiers, donc de situations professionnelles assez importantes qui répondent d'ailleurs à l'ensemble de nos missions de service public départemental. Donc, comme vous l'avez indiqué, le département de la Moselle s'est engagé, on va dire de manière active, dans la mise en place d'une politique handicap au niveau de sa collectivité depuis maintenant près de 10 ans. Je crois qu'on a signé notre première convention avec le Fonds d'insertion en 2015, donc on commence à avoir effectivement un petit recul sur la mise en place de cette politique, les enjeux, les objectifs, les résultats. Alors je ne sais pas si c'est en tous les cas une réussite, hein. Je n'ai pas fixé en tous les cas de critères et d'indicateurs qui me permettent de dire voilà, que tel chiffre constitue une réussite ou pas. En tous les cas, on continue puisqu'on vient de signer, alors on n'a pas encore formellement signé, mais en tous les cas, on vient d'avoir l'autorisation effectivement de poursuivre sur une 4e convention avec le Fonds d'insertion. Donc voilà, quand on s'engage en tous les cas dans ce type de démarche, on ne peut pas considérer que c'est un projet puisqu'elle s'inscrit après de manière pérenne, en tous les cas, dans les missions RH de la collectivité. Il y a un début, mais il n'y a pas forcément de fin, puisque l'objectif, c'est de pérenniser à un moment donné la volonté. Alors, dans la présentation, je vais indiquer un petit peu les chiffres et les résultats à la fin. Je vais en tous les cas me permettre d'ores et déjà au début de cette intervention d'en citer un pour montrer justement peut-être le travail accompli. Et quand je parle du travail, hein, ce n'est pas pour auto-encenser en tous les cas la direction des ressources humaines, puisque c'est un travail en tous les cas collectif, interne et avec des partenaires externes. En 2014, donc avant de signer la convention, nous avions un taux de présence des bénéficiaires d'obligations d'emploi de 3,75% de nos effectifs. Vous voyez qu'on était un mauvais élève, on peut le dire clairement, et on avait donc une marge, on va dire, de progrès assez importante. Par rapport aux derniers chiffres communiqués dans le cadre de la déclaration, donc au 31 décembre 2022, on est passé à 8,45% des bénéficiaires des obligations d'emploi. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est venu spontanément, naturellement, c'est effectivement le fruit d'un travail et d'une politique, on va dire, fortement engagée, en lien aussi avec justement le fonds d'insertion. Alors,
Portage, effectivement, vous comprenez bien que pour arriver à une mobilisation de l'ensemble des directions de la collectivité, il faut que la personne qui soit, on va dire, à la tête de cette collectivité soit totalement convaincue, en tous les cas, de l'intérêt de porter une telle politique. C'est le cas. Le président du département, d'ailleurs, lorsqu'il a intégré, on va dire, ses fonctions au début des années 2010, a souhaité prendre un engagement fort sur la politique RH globale de la collectivité. C'est-à-dire que l'ensemble des secteurs départementaux ont à leur tête des vice-présidents, sauf la fonction RH. Donc le président du département a souhaité conserver directement, on va dire, sa délégation sur la fonction RH. Donc, présence forte du président sur la fonction RH et, en tous les cas, une volonté forte de pouvoir être également exemplaire sur le recrutement de personnes reconnues travailleurs handicapés et donc les consignes de ce côté-là étaient assez claires. Portage politique, volonté effectivement donc de signer une convention avec le fonds d'insertion. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur après la partie organisationnelle, pilotage. Forcément, ça nécessite à un moment donné une mobilisation, encore une fois, au-delà de la direction des ressources humaines, de l'ensemble des acteurs de la collectivité. À l'époque, nous avons aussi mis en place ce qu'on appelle un institut du management permanent, c'est-à-dire une structure permettant d'accompagner l'ensemble des managers de la collectivité à travers des formations spécifiques, à travers aussi la mise en place d'outils managériaux. Et nous organisons régulièrement des séminaires sur des thématiques à l'attention de l'ensemble des cadres de la collectivité. Nous avons organisé, et c'était le point d'orgue un petit peu de cette grande démarche transversale, un séminaire avec l'ensemble des cadres sur justement la politique handicap, donc telle qu'on souhaitait l'avoir, on va dire, déclinée par rapport aux orientations politiques. Donc, c'est une déclinaison, on va dire, qui est passée par le haut. Tous les cadres ont été sensibilisés. Alors, on avait fait intervenir une troupe de théâtre qui venait expliciter un petit peu, justement, un regard différencié du handicap en situation de travail, pour montrer que les choses peuvent très bien se passer. Je vous dis clairement les choses aussi, puisque l'objectif, c'est de pouvoir présenter, on va dire clairement, la mise en place de la démarche. Il y a une réticence, à un moment donné, de l'encadrement par rapport à cette volonté de recruter des personnes reconnues travailleurs handicapés. Si je vous le dis, c'est là aussi maintenant parce que les choses ont évolué et le contexte aussi a évolué. Cette réticence était aussi liée au fait que la collectivité départementale, encore une fois, je replace le contexte, au milieu des années 2010, essayait aussi d'optimiser à un moment donné ses ressources humaines et en termes de recrutement, ne renouvelait pas l'ensemble de ces postes. Donc, ça rendait, on va dire, de manière un petit peu contraignante la gestion des ressources humaines, où chacun devait optimiser, ne pas remplacer systématiquement les départs à la retraite. Et la perception, en plus de recruter des personnes reconnues travailleurs handicapés, pouvait sembler à un moment donné être une contrainte supplémentaire, je le dis comme ça, pouvait être reconnue comme une contrainte supplémentaire en disant, mais voilà, j'ai des collaborateurs, certains vont partir, et je ne suis pas garanti déjà de les remplacer, et je sens une volonté de la collectivité en plus d'introduire dans le champ des effectifs des personnes reconnues travailleurs handicapés ou bien même, pour ce qui nous concerne aussi, des personnes en situation de reclassement professionnel, avec une perception de fragilité. Donc voilà, ça n'a pas été forcément, on va dire, une adhésion grande et massive à un moment donné de l'ensemble des cadres de la collectivité. Alors, je vous dis ça un petit peu maintenant avec le recul sous forme d'anecdote, parce qu'à force, effectivement, et j'y reviendrai, de démarches pour montrer aussi l'engagement des personnes reconnues travailleurs handicapés, beaucoup d'actions de communication, d'immersion aussi, parce qu'à un moment donné, la communication ne suffit pas, il faut, entre guillemets, la preuve par l'exemple. Et chose nouvelle, aujourd'hui, le contexte a changé. Aujourd'hui, l'objectif de notre collectivité, comme bien d'autres, je pense, n'est plus de faire des économies en termes d'effectifs.
c'est-à-dire ne plus supprimer ou ne pas remplacer systématiquement les départs à la retraite, mais plutôt de pourvoir nos postes qui sont vacants. La logique aujourd'hui, c'est de recruter, de trouver des candidats. Et dans ces candidats, eh bien, à un moment donné, on regarde avant tout les compétences. Alors, est-ce que je peux vous interrompre? Oui, bien Est-ce que sûr. je peux vous interrompre là-dessus? Parce qu'effectivement, on est passé de décennies pendant lesquelles les employeurs savaient qu'il y avait des dizaines de candidats qui attendaient à la porte. Donc, quand il y avait un besoin, bah, quelque part, on savait, notamment dans la fonction publique, hein, on savait qu'il y avait foison de candidats à une situation dans laquelle ben, les compétences se font rares, notamment, je pense qu'en plus ça devait être un peu aggravé par votre situation géographique avec une concurrence du Luxembourg et de C'est pour ça l'Allemagne. que je me De suis toute permis façon, effectivement de situer voilà, la Moselle. Ouais. on a bien compris, mais en fait, ça reste malgré tout une situation que tous les employeurs du public et du privé rencontrent aujourd'hui, hein. Il n'y a pas. Les trois versants de la fonction publique sont concernés, le privé est concerné, c'est-à-dire qu'on est dans une situation dans laquelle eh bien, les compétences se font rares, hein, et à un moment donné, en tant que DRH, eh bien, votre intérêt, il a toujours été, mais peut-être plus aujourd'hui, c'est de prendre soin des compétences, des ressources humaines que vous avez en place, faire en sorte qu'elles soient le maximum au travail, et puis effectivement, la politique handicap, elle permet quoi? Elle permet d'avoir d'être en capacité, d'avoir une agilité pour être en capacité de faire travailler des personnes qui ont des problématiques de santé. Donc, ça vous permet, d'avoir votre personnel, on va dire, plus présent au travail, moins d'absentéisme, et puis en plus d'être en capacité d'attirer des compétences parce que vous êtes en capacité de les faire travailler. Est-ce que cette vision-là, vous la partagez aujourd'hui au regard du contexte? Oui, tout à fait. C'est effectivement ce que je vous indiquais. Aujourd'hui, nous sommes en recherche de candidats. Nous ne sommes plus en recherche d'économie par rapport à un nombre de postes, on recherche des candidats. Et tout ça s'accompagne aussi d'un desserrement de recrutement lié à des conditions purement statutaires, où la loi de transformation de la fonction publique permet, en tous les cas, plus facilement aussi de recruter des contractuels, ce qui inverse aussi à un moment donné nos critères de sélection, c'est-à-dire on n'est pas là pour recruter des grades dans des cadres d'emploi, mais on est là pour recruter maintenant des compétences qui nous font défaut, dont on sait qu'on va avoir des besoins en termes de renouvellement. Donc l'objectif, il est à la fois effectivement de regarder, je dirais, tout public confondu, à un moment donné, les compétences des candidats qui peuvent rejoindre la collectivité, mais également de maintenir dans l'emploi des personnes dont on sait qu'ils vont avoir des difficultés, notamment par des problématiques physiques, médicales, etc., liées à l'allongement de la durée du travail. Donc, on a aussi, on va dire, cet axe de maintien dans l'emploi par rapport à des catégories de personnel qui sont exposées sur des postes à forte, on va dire, exigence physique. Et donc, il y a aussi tout un travail, entre guillemets, de prévention, d'adaptation des outils, des techniques de travail pour éviter à un moment donné que des personnes soient en situation d'inaptitude professionnelle sur leur poste et donc de reclassement professionnel. Donc voilà, il y a véritablement ces deux enjeux qui sont des enjeux forts que connaissent toutes les structures, comme vous le dites, hein, c'est interfonction publique, c'est même, c'est des choses qu'on retrouve également dans le privé. Et donc, tout ça pour vous indiquer à un moment donné qu'au-delà des souhaits de mise en place d'une politique handicap au sein de la collectivité, c'est une réelle nécessité à un moment donné de trouver des candidats et des compétences sur les postes qui sont vacants. Je vous l'indiquais, 3000 agents, moi, tous les mois, j'ai entre 110, 120, 130 postes vacants que je n'arrive pas à pourvoir dans les effectifs de la collectivité. Donc là, je regarde les compétences des candidats qui veulent bien candidater dans les services. Et effectivement, j'ai la problématique du maintien dans l'emploi de personnel qui sont essentiellement sur des postes d'exécution avec des activités physiques, une forme de pénibilité, un rallongement par rapport aux réformes aux retraites de la durée du travail que je dois également maintenir. Donc ce sont ces nécessités aussi
qui oblige la collectivité et l'ensemble, on va dire, des cadres de la collectivité à créer les conditions, on va dire, de la mise en place de cette politique handicap. Donc, on sait que dès lors qu'il y a nécessité, les choses sont, entre guillemets, plus simples à un moment donné, en termes de prise de conscience, en tous les cas, pour pouvoir, à un moment donné, solutionner et trouver des solutions, enfin, en tous les cas, à ces difficultés. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est… Alors, moi, ce que je vous propose, c'est Ouais. est-ce que vous pouvez… Vous étiez… Ce que je vous propose, c'est qu'en fin de compte, là, on voit bien que le déploiement d'une politique handicap, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Les choses se construisent, les choses, on avance, on commence par traiter, il faut commencer à communiquer, il faut commencer à installer une confiance, on commence à traiter les situations. Et en fait, plus on avance, plus on va commencer à traiter les situations de manière précoce, plus on va travailler. Vous avez parlé de partenaires externes tout à l'heure. On va travailler des partenaires externes pour traiter des typologies de situations de plus en plus pointues. Et est-ce que vous avez un regard un peu sur cette progression que vous avez eue depuis 2015, hein, est-ce que vous avez en tête ces différentes étapes? Parce que il faut avoir cette notion de montée en charge. Alors, il y a le besoin, c'est bien, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des employeurs publics, notamment, sont confrontés à la nécessité de travailler le maintien dans l'emploi d'un personnel vieillissant et puis d'être agile pour intégrer des gens qui ont des problèmes de santé. Donc, le besoin est là, mais tout ça, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Est-ce que vous pouvez nous redonner un peu une vision historique de tout ça? Oui. Alors effectivement, la communication est un levier aussi puissant d'accompagnement de ces mentalités, de prise de conscience en tous les cas, de la nécessité de pouvoir évoluer sur ces thématiques-là. Et je dirais qu'on est passé d'une politique, on va dire, de communication un petit peu classique à véritablement une politique d'immersion, où à un moment donné, on vend quelque chose, mais rien de mieux que de tester entre guillemets le produit. Je suis désolé de l'utilisation en tous les cas de cette métaphore, mais l'enjeu est celui-ci. Donc effectivement, on a beaucoup communiqué dans un premier temps. Je parlais du séminaire de l'ensemble de l'encadrement. Nous avons fait également des réunions par territoire, puisque le département globalement est composé de 5 territoires sur lesquels nous avons présenté en tous les cas cette politique handicap. On a également fait des forums, on a mobilisé notre service de communication interne pour pouvoir aller sur le terrain avec des jeux, tout simplement, où on était présent à rencontrer l'ensemble des agents de la collectivité, des jeux qui permettaient de découvrir à la fois le handicap, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement tout à reprendre, je dirais, depuis la base, c'est-à-dire que le handicap, il n'est pas forcément visible. Donc, ce qui nous a permis aussi, d'ailleurs, de pouvoir mettre en confiance à un moment donné, parce que vous parliez d'historique, lorsque la collectivité n'était pas reconnue comme étant très engageante sur sa politique handicap, beaucoup d'agents aussi qui étaient déjà présents n'osaient pas forcément faire valoir leur statut de personne handicapée, de peur peut-être aussi d'être stigmatisés vis-à-vis de l'employeur, parce que vous savez que la DRH, s'il n'y a pas cette confiance à un moment donné, c'est perçu comme étant un petit peu le bras armé de l'employeur. On ne sait pas effectivement comment on va être géré par la suite dès lors que on fait état de notre statut qui était perçu comme étant une faiblesse. Donc, il a fallu mettre en confiance. On a très vite désigné effectivement une référente handicap au sein de la collectivité qui a permis aussi de pouvoir échanger directement avec les agents, leur présenter toutes les modalités possibles aussi d'accompagnement proposées au niveau de la collectivité, qu'ils soient techniques, organisationnels. Donc, on a eu beaucoup d'agents qui spontanément, à un moment donné, ont fait valoir on va dire, leur situation de handicap. On le rencontre d'ailleurs encore aujourd'hui où, je le disais, le fait de recruter des contractuels est beaucoup plus souple aujourd'hui que cela n'était par le passé. Et l'avantage, alors, quand on a ce statut de travailleur handicapé et quand on est contractuel sur poste vacant, c'est-à-dire qu'on peut bénéficier
on va dire, d'une stagiairisation et donc d'une titularisation à terme sans pouvoir passer un concours. Donc, il y a aussi, on va dire, maintenant cet élan de contractuels qu'on est amené à recruter qui n'indiquent pas tout de suite leur statut de personnes travailleurs handicapés et qui, au bout d'un premier contrat, vont faire valoir ce statut. Et si effectivement la personne convient sur le poste, on peut tout de suite effectivement pérenniser sa situation en la nommant sur un grade donné. Donc, communication, avec effectivement un logo, qui dit communication, c'est un logo, c'est-à-dire chez nous, c'est pas d'indifférence au travail. Ce logo a été démultiplié sous forme de goodies, donc là c'est un petit peu le côté marketing, communicant, où on a décliné des blocs-notes, des tapis de souris. Voyez, alors je vous assure, c'est vraiment pas uniquement, je l'ai pas ressorti pour le webinaire, c'est mon tapis de souris, on a des tasses, etc. Donc, tout ça permet effectivement de rendre plus familier, en tous les cas, cette politique handicap au niveau de la collectivité. Et puis, avec la mise en place notamment des duodés, on est allé un petit peu plus loin en termes de communication. C'est là où je dis, on a fait en sorte que les gens puissent tester à un moment donné. Et on a, on va dire, quelques exemples réussis. Chaque année, au mois de novembre, on donne la possibilité à des personnes reconnues travailleurs handicapés qui travaillent dans des ESAT, notamment, de pouvoir faire de l'immersion dans les services de la collectivité avec un tuteur désigné sur une journée pour se rendre compte à un moment donné du travail, le cas échéant, travailler avec les équipes au sein de la collectivité. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et depuis l'année dernière, on a fait également ce qu'on appelle le duodé inversé, c'est-à-dire que ce sont des agents de la collectivité qui vont passer une journée dans des ESAT en présence justement de personnes reconnues travailleurs handicapés. Donc, pour se rendre compte à un moment donné aussi de ce que ces personnes sont en capacité de faire, certes dans un milieu protégé, et donc d'avoir aussi une vision très professionnelle. Encore une fois, on est aussi dans une optique de recrutement par rapport à nos besoins, et se rendre compte, je dirais, sur place, à un moment donné, du professionnalisme des agents. Et là, à un moment donné, le handicap devient secondaire. On voit effectivement des personnes, dans leur contexte de travail, développer des compétences dont la collectivité peut avoir besoin. Donc, ces immersions réciproques sont de plus en plus appréciées, positives. La collectivité départementale a aussi signé une convention lors de sa commission permanente en décembre 2023, donc vous voyez, c'est tout récent, avec l'API de la Moselle, pour mettre à disposition à un moment donné, alors sur des périodes plus importantes, 15 jours, 3 semaines, des personnes issues du secteur protégé dans les services de la collectivité. Donc, on a pour l'instant 4 exemples de situations professionnelles où des personnes reconnues travailleurs handicapés ont réalisé des stages d'immersion entre 15 jours et 3 semaines dans des collèges départementaux ou dans des bibliothèques qui dépendent de notre direction de la lecture publique. Avec d'ailleurs, sur ces 4 expériences, une expérience qui a été très positive dans un collège du Nord mosellan, où clairement le collège veut pouvoir conserver la personne qui est venue réaliser un stage d'immersion de 3 semaines. Donc voilà, on est passé d'une communication, sensibilisation à, entre guillemets, on teste des professionnels pour se rendre compte à un moment donné de leur valeur en situation de travail et de l'intérêt que la collectivité peut avoir à collaborer avec eux sur le plus long terme. Donc là, en tant que DRH, là, je sens une bascule où on passe, on va dire, d'un système à un autre où il y a une intégration, on va dire, beaucoup plus forte de... Alors, ça reste modeste, effectivement, en termes de chiffres. Encore une fois, j'ai 4 stages depuis le début d'année d'immersion, mais en tous les cas, il y a un engouement de plus en plus important sur cette intégration. Sachant que également... Donc très bien, là on se rend compte que vous êtes en train... Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous avez gagné un peu une bataille culturelle pour que la compensation du handicap fasse partie de la... Alors bataille culturelle, je ne sais pas si c'est adapté, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la compensation du handicap fait partie de la culture partagée au conseil départemental ?
Alors, je sais pas, je pense que les combats ne sont jamais gagnés de manière définitive, hein. C'est des combats permanents qu'il faut pouvoir mener. Ça, je l'ai déjà remarqué sur d'autres sujets, hein. Enfin, je veux dire, la pression, entre guillemets, elle doit être constante, hein, sur ce type de politique ou sur d'autres, hein, par ailleurs. Pour autant, effectivement, je dirais que oui, l'état d'esprit a évolué. Aussi, c'est pour ça que je l'ai indiqué, hein, par nécessité, de manière très claire. C'est la nécessité aussi qui, à un moment donné, a permis peut-être de faire tomber un certain nombre de barrières, de réticences, et d'envisager en tous les cas un recrutement beaucoup plus large dans un contexte de pénurie. Donc, enfin, je veux dire que c'est. Donc après, on donne la possibilité effectivement de pouvoir tester et de se rendre compte que, eh bien, le handicap n'est, encore une fois, je ne veux pas non plus paraître angélique. En tous les cas, il s'agit ensuite, c'est aussi le travail que l'on réalise au niveau des ressources humaines et avec le référent handicap, c'est-à-dire à un moment donné, il faut bien identifier les situations de professionnels qui sont compatibles avec effectivement le recrutement de personnes reconnues travailleurs handicapés et sur des types de handicap possibles. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus laisser croire que bien tout est possible Bien en sûr, fonction bien sûr. effectivement du type de collectivité, enfin du type de métier. Et il faut pouvoir en tous les cas déterminer de manière assez précise les métiers qui sont compatibles avec les problématiques de handicap qui peuvent être proposées. Comme par ailleurs, parce que là, effectivement, je parle beaucoup des personnes, on va dire, reconnues travailleurs handicapés qui viendraient de l'extérieur, sachant que aussi notre enjeu majeur pour nous, c'est de pouvoir réaliser l'ensemble des situations de reclassement professionnel, c'est-à-dire eh bien, pouvoir repositionner sur d'autres situations professionnelles nos agents qui bénéficient à un moment donné d'une inaptitude sur leur poste de travail. Donc là, on est effectivement sur les mêmes problématiques, avec cette fois-ci des agents qui sont présents en interne et pour lesquels il va falloir à un moment donné trouver une situation professionnelle différente, mais qui médicalement puisse être à un moment donné réalisée. Et cet enjeu-là est, je dirais, peut-être l'enjeu majeur en tous les cas pour, à l'heure actuelle et pour les prochaines années, compte tenu effectivement alors, la typologie de la collectivité fait chez nous, si je prends que cet exemple, hein, sur 3000 agents, on a 700 agents qui travaillent dans des collèges, hein, donc sur des métiers d'entretien, de restauration, de maintenance, près de 350 agents qui travaillent au niveau des routes. Donc on est quasiment, vous voyez, sur un tiers des effectifs qui sont portés sur des agents de catégorie C, donc qui n'ont peut-être pas des aptitudes non plus à des postes et des compétences administratives, et sur lesquels eh bien, on est le plus, en tous les cas, en recherche d'autres situations professionnelles liées à des problématiques de reclassement professionnel. Donc là, l'objectif pour nous, c'est de travailler le plus en amont possible, en termes de prévention, pour éviter à un moment donné que la situation eh bien, survienne. Et une fois qu'elle survient, c'est de mettre en place des dispositifs un petit peu innovants, encore une fois, parce que la difficulté, c'est de trouver véritablement des situations de reclassement professionnel, même lorsqu'on accompagne ces personnes dans le cadre de dispositifs de formation. Et c'est vrai que vous mettez l'accent sur le traitement précoce en fait des situations, soit via la prévention, soit en fait sur le traitement des situations dès que les signes de fragilité apparaissent. Et on voit bien que la réglementation permet ça, qu'aujourd'hui les employeurs peuvent proposer des accompagnements à la reconversion, à la formation pendant les arrêts de travail, ce qui permet déjà de préparer des retours sur poste de travail qui vont être adaptés, voire de commencer à travailler la reconversion, leur classement pendant les arrêts de travail. Et on voit bien que c'était une évolution. Ce n'était pas forcément des choses qui étaient travaillées avant. Et on voit bien que les employeurs, plus le temps passe, et plus en fait, plus les politiques handicap sont avancées, et en fait, plus on est sur du traitement de situations précoces. Au début, Oui. on intervient là où il y a le feu un peu, hein, et puis Oui. ensuite, et plus ça vient, plus on intervient tôt. De manière très claire, effectivement, hein, dans un premier temps, on a pris la vague en pleine face. Les personnes dont je fais référence, qui travaillent sur des postes d'exécution principalement, sont des personnes qui ont fait l'objet de transferts dans les années
2000, de compétences de l'État vers les collectivités locales, hein, principalement les départements ou les régions, hein, ce qu'on est sur les personnes en collège ou en lycée de l'éducation nationale, qui, je le dis, hein, d'ailleurs le reconnaissent eux-mêmes, avaient un suivi très distant vis-à-vis de la médecine de prévention. D'ailleurs, on a eu de grandes difficultés à récupérer leur dossier de manière générale, hein, donc le suivi était quand même assez aléatoire. La plupart n'avaient pas vu de médecin du travail depuis quelques temps. Donc il y a un meilleur suivi déjà effectivement réalisé, je pense globalement au niveau des collectivités territoriales. Je suis peut-être en train de me fâcher avec les collègues fonctionnaires d'État présents sur le webinaire. Je crois que c'est une chose entendue, hein, quel que soit le département ou la région, ça a été à peu près la même histoire. Ouais, donc ouais. là-dessus, il n'y a plus de débat. Donc il y a eu ce suivi. Il y a tout un travail pluridisciplinaire qui est entrepris, hein, au niveau du service, on va dire médico-social au niveau du département. Donc on a des médecins du travail, on a un infirmier du travail, qui sont d'ailleurs dans les mêmes bâtiments que notre assistante sociale du personnel. Et donc, je veux dire, cette équipe pluridisciplinaire essaie de traiter le plus en amont possible justement les difficultés. Il y a là aussi une communication sur la sensibilisation dans le cadre du maintien dans l'emploi. Hein, donc, on établit des brochures qu'on met à disposition là aussi, hein, des agents qui sont reçus à la médecine de prévention. On voit régulièrement la médecine de prévention qui nous alerte sur un certain nombre de situations et on travaille aussi avec eux sur des actions de prévention. C'est-à-dire qu'on essaie de revoir dans les métiers considérés un petit peu l'ensemble des méthodes de travail, les EPI aussi qui peuvent être parfois créer des difficultés. Je prends un exemple, on a été amené à revoir dans le dernier marché d'équipements de protection individuelle des chaussants, notamment des chaussures de sécurité qui n'étaient pas forcément adaptées sur certaines activités et qui pour autant étaient régulièrement commandées et pouvaient engendrer des difficultés justement par rapport à la lourdeur en tous les cas, hein, et au poids des chaussures. On est en train de revoir notamment la mécanisation d'un certain nombre d'outils comme des chariots pour réaliser le ménage, etc. On a largement investi dans les autolaveuses. Bref, c'est véritablement grand angle. On fait aussi des formations, hein, sur les gestes adaptés à un moment donné à de la manutention. Donc c'est vrai qu'on essaye aussi de travailler en prévention avec l'ensemble, on va dire, des populations concernées sur des métiers à risque qui nous permettent en tous les cas de pouvoir éviter à un moment donné ces difficultés, sachant que néanmoins le constat par rapport à l'allongement de la durée du travail fait que ça sera, on va dire, la problématique majeure à traiter au niveau des RH dans les prochaines années. Alors, c'est vrai qu'on s'y prépare. Et avant que la réglementation, puisque vous avez évoqué effectivement que la réglementation permet maintenant, en tous les cas, de pouvoir plus facilement accompagner, au niveau de la Moselle, on n'avait pas forcément attendu la mise en place de la réglementation sur le sujet. Et dès les années, je crois que c'était 2015 aussi, on a créé ce qu'on appelle des postes SAS reclassement, c'est-à-dire qu'on a pris des emplois budgétaires qui n'étaient pas pourvus et on permet sur ces emplois budgétaires de nommer à un moment donné des agents qui sont en situation de reclassement professionnel, qu'on met à disposition des directions comme étant un plus, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas directement sur un poste vacant qui correspond à un besoin immédiat d'une direction, parce que là, effectivement, la direction entre un candidat qui détient d'ores et déjà toutes les compétences et quelqu'un qui a pour ambition de se former sur le poste et de devenir ou pas à terme compétent, c'est vrai qu'on peut se mettre à la place des directions qui veulent sécuriser à un moment donné le recrutement. Donc on s'est dit on n'y arrivera jamais et l'objectif n'est pas non plus d'imposer à un moment donné ce type de recrutement. Donc on a mis en place ces postes SAS, c'est-à-dire qu'ils viennent en plus, en renfort, non pas sur un poste qui vient d'être vacant au niveau de la direction. Ces postes SAS sont gérés au niveau de la direction des ressources humaines et on les met à disposition des directions qui sont à un moment donné concernés par des problématiques de surcharge de travail, etc. et qui n'ont plus d'emploi budgétaire. Donc la contrepartie, c'est on vous met à disposition un agent qui est dans une reconversion professionnelle, mais vous devez en contrepartie également former cet agent à des techniques administratives, de gestion de subventions, de numérisation de documents, etc.
Il y a un suivi, bien entendu, qui est réalisé entre la référente handicap, entre la personne en charge au niveau du recrutement, hein, de la collectivité, en charge de la formation également. Et on suit à un moment donné ces immersions professionnelles jusqu'à ce que la personne soit suffisamment autonome. Et là, effectivement, on lui fait des propositions de postes vacants. Donc, alors là, si je peux me permettre, vous ouais, venez de mettre le doigt sur un point extrêmement important parce qu'on voit qu'effectivement, cette pratique de l'immersion, à un moment donné, quand l'agent ne peut plus travailler sur son poste, eh bien, il faut l'accompagner vers un poste qui va être à la fois compatible avec ses contraintes de santé, en lien quand même un peu avec ses aspirations puis ses compétences. Et il faut que ça marche, hein. Et l'agent a pu connaître un épisode santé long, sa confiance a pu être entamée, il y a une remise en route aussi qui va, qu'on vient d'un arrêt de plusieurs mois, voire plusieurs années, on n'est pas forcément à 100% de son efficacité professionnelle, il y a de la fatigue, etc. Et on voit, là, on voit deux écoles. On voit des employeurs qui se disent, moi, je ne veux pas te faire de surnombre, je suis dans une gestion très rigoureuse et si je me positionne un agent quelque part, ce sera forcément sur un poste vacant parce que j'ai un trou, je viens remplir le trou et il faut que l'agent travaille. Mais en fait, ça ne fonctionne pas dans le sens où le service attend quelqu'un d'opérationnel. Et l'agent, il n'est pas opérationnel, il vient en découverte en fait. Il vient en découverte. Si vous commencez à lui mettre la pression avec lui demander d'être à un niveau de production de quelqu'un complètement opérationnel, bah, vous lui mettez une pression qui est incompatible avec son état et en fin de compte, vous le mettez en difficulté, ça ne marche pas. Et vous avez ceux qui ont compris effectivement que ça ne fonctionnait pas et qui aujourd'hui disent, bah voilà, on les met en surnombre, ils sont là en découverte, en remise en route aussi, hein, quand même, professionnellement. Et il faudra peut-être une, deux, trois immersions peut-être pour que l'agent trouve le poste qui lui convient. Mais oui, c'est un investissement temps, mais sans cet investissement temps, on n'arrivera pas à avoir un agent qui sera à nouveau pleinement opérationnel. Et je m'arrête, je soulignais ça parce qu'en fin de compte, c'est une règle qui est importante. Certains essuient les plâtres, essayent déjà, ils tentent le coup en essayant sur les postes vacants, puis voyant que ça ne marche pas, ils arrivent finalement à cette pratique-là. Donc, autant utiliser l'expérience des employeurs qui ont pu mettre en place des organisations de ce type. Donc, merci de partager votre expérience. Et c'est là, vous voyez, on a commencé, j'ai commencé le début de cette intervention en parlant du portage politique. Au-delà du mot, le portage politique se traduit là aussi par, à un moment donné, le fait de pouvoir consacrer. Alors, on a un volant de 15 postes. Alors, quand je dis en sureffectif, ils le sont pour les directions. Budgétairement, ils ne le sont pas, puisqu'on a des postes budgétaires qui sont rattachés à la direction des ressources humaines. Donc, c'est du faux sureffectif. Mais c'est vrai que quand on les met à disposition des directions, pour eux, ça correspond à du sureffectif. Mais c'est parce que derrière, politiquement, effectivement, il y a eu cette prise en compte à un moment donné de la problématique et du fait de pouvoir budgéter 14 postes, entre guillemets, supplémentaires. Et le portage politique, ce n'est pas simplement un discours lors d'un séminaire, et effectivement, voilà, du politique qui va dire je suis pour, il faut qu'on investigue effectivement et qu'on développe notre politique handicap. Ça veut dire que dans les faits et dans les décisions aussi, il y a ce portage. Et là, clairement, effectivement, il y a eu, avec des chiffres du coup pour nous très positifs, c'est-à-dire que depuis 2015, 31 agents ont bénéficié d'un passage en ce qu'on appelle en SAS. Sur ces 31 agents, 29 sont maintenant positionnés sur des postes vacants dans la collectivité, donc des vrais postes affectés dans des directions. Un est parti à la retraite avant de pouvoir trouver un poste, et un autre est carrément parti de la collectivité par voie de détachement, dans une autre fonction publique. Donc, du coup, pour nous, c'est même intéressant, quoi. On l'a formé, même si maintenant, cette personne, elle est partie ailleurs au bénéfice d'une autre fonction publique. Donc, et tout le monde est gagnant, là. Là, tout le monde est gagnant. L'agent a retrouvé une suite dans sa carrière compatible avec ses problèmes de santé. Et puis vous n'avez plus un agent qui est en incapacité de travailler chez vous. Parce qu'après, c'est aussi un service public qui n'est pas rendu, au final. Un agent qui reste très bien. Donc, je dirais 31 solutions envisagées ou réalisées. Et à l'heure actuelle, nous avons 14 agents qui sont encore en tous les cas dans ce dispositif SAS. Voilà. Et là, on était. Régulier. Ouais.
Et là, on est plutôt sur des situations assez complexes parce que c'est des agents qui étaient inaptes à leur poste, alors qu'en fait, vous avez également des situations sur lesquelles, sans être à l'inaptitude, il y a des besoins, des restrictions, et vous mettez en place des adaptations pour stabiliser en fait les situations et permettre aux agents de poursuivre sur le poste de travail dans des conditions adaptées. Voilà, oui. Ok. Écoutez, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, on nous demande si vous voulez bien partager quelques outils de communication. Vous avez parlé d'une plaquette. Si vous voulez bien partager quelques outils de com, nous, on fera un envoi de mail. Donc, vous pouvez me l'envoyer par mail, puis je le joindrai je joindrai aux participants. Il y a beaucoup de questions aussi sur le duo D inversé, j'apporterai les éléments de questions sur. Alors, moi, je vous pose une dernière question, parce qu'on arrive un peu au terme du temps que vous étiez prêt à nous consacrer. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots comment vous avez structuré votre politique handicap, les quelques maillons qui structurent votre politique handicap du pilotage et puis sur le traitement opérationnel des situations? Alors, je dirais que la structuration maintenant, on y fait moins attention. C'est vrai qu'au début, d'un point de vue, on va dire, très opérationnel, eh bien, ça a été mené sous forme de groupe projet, c'est-à-dire projet stratégique et porté par la direction des ressources humaines, en lien avec l'ensemble des autres directeurs généraux adjoints de la collectivité départementale. Donc, il y a on va dire, cette volonté aussi d'entendre et d'écouter un petit peu toutes les difficultés, notamment, encore une fois, là, c'était sous l'angle du reclassement professionnel. Le directeur général, encore une fois, et le président sont très attentifs aussi, à un moment donné, à la déclinaison et au portage. De manière très claire, moi, l'objectif du président, c'était de dire il faut qu'on aille le plus haut possible, à un moment donné, dans le taux de recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés. Et je ne veux pas me contenter, je disais, du taux minimum pour. Vous imaginez bien qu'avec un taux de 3, je vous avais dit, 3,75%. 315, oui. 3,75, eh bien, nous payons chaque année une indemnité, forcément, puisque nous étions mauvais élèves. Donc l'objectif, ce n'était pas uniquement de ne pas payer en tous les cas l'indemnité, mais c'est de poursuivre à un moment donné. Donc je vous ai dit, aujourd'hui, le chiffre est de 8,45. Voilà, le président me dit, mais voilà, il faut qu'on continue. On ne va pas s'arrêter à 8,45. Si on peut aller à 9, si on peut arriver sur un chiffre à deux entités, il n'y a aucun problème. Donc, lui, c'est cette vision-là. Derrière cet objectif quantitatif, il y a une réelle volonté à un moment donné aussi de reconnaître, encore une fois, les personnes handicapées dans la société. Vous savez que c'est aussi une compétence d'une collectivité départementale. Donc, il était d'autant plus mal à l'aise quand il est arrivé à la tête de la collectivité de se dire, mais l'une des missions, c'est l'accompagnement des personnes handicapées, et nous avons un chiffre qui est contre-productif, en tous les cas, par rapport à notre mission de politique publique. De manière très concrète, ensuite, et opérationnelle, eh bien, notre référente handicap, qui est intégrée au sein du service santé et sécurité au travail, développe un réseau avec ce qu'on appelait des ambassadeurs handicap, qui sont en même temps les conseillers de prévention au niveau de la collectivité, pour identifier bien à la fois les opportunités, je vous parlais de SAS de reclassement, identifier les opportunités sur lesquelles on peut positionner des agents, qui fait lien également avec les partenaires externes, puisqu'on parle également des bilans de compétences, c'est-à-dire à un moment donné, quand on a des personnes qui sont un petit peu justement en situation de reclassement professionnel, si ça justifie, avant de mettre en place un plan de formation, on identifie en tous les cas le prestataire qui va nous faire réaliser un bilan de compétences. Donc, il y a tout cet accompagnement aussi qui est envisagé. Il y a tout ce travail pluridisciplinaire, encore une fois, avec l'équipe des médecins du travail, des assistantes sociales, des infirmiers santé au travail, où on se réunit régulièrement pour permettre, en tous les cas, de pouvoir identifier là aussi les situations individuelles que l'on va être amené à traiter. On est très vigilant avec les personnes chez nous, aux ressources humaines, qui reçoivent les PV des comités médicaux, là aussi, où on a des alertes à un moment donné sur les personnes qui vont s'engager dans des processus longs à un moment donné de congé par rapport à des difficultés médicales. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs en interne qui nous permettent, encore une fois, de pouvoir travailler en amont sur le repérage de ces difficultés. Est-ce que je peux
est-ce Oui, que je peux vous interrompre et vous poser une allez-y. dernière question? On voit que de manière récurrente, les employeurs publics ont un peu de mal, en tout cas, il leur faut un certain temps pour faire appel à des acteurs externes. À plusieurs reprises, vous avez évoqué des acteurs externes, Ouais, vous avez parlé des bilans, mais il y a aussi les Cap emploi, il y a les oui, experts handicap, les prestations d'appui spécifiques, il y a l'emploi accompagné. Je sais que vous l'avez mobilisé au moins pour une situation. mm, Nous, on défend le fait que ces ressources-là, quelque part, font partie de l'équipe pluridisciplinaire de votre service de santé au travail et viennent enrichir ces ressources-là. mm. Est-ce que vous partagez cette vision-là aujourd'hui? Comment vous les percevez? Oui, alors c'est vrai que je les ai pas trop mis à l'honneur, effectivement, hein. J'ai beaucoup plus ciblé sur les partenaires internes de la Mais c'est collectivité, mais normal. bien entendu, notre référent handicap, dès lors qu'elle estime à un moment donné qu'une situation nécessite, entre guillemets, d'être externalisée en termes de conseils, d'appui, de constat d'existant, eh bien, n'hésite pas à mobiliser notamment Cap Emploi. Et on a effectivement différentes études menées par cet organisme in situ, hein, dans les services de la collectivité qui nous permettent d'avoir à un moment donné un éclairage. J'ai notamment en tête une situation assez importante en termes, en tous les cas, d'accompagnement, d'aménagement, de réaménagement, en tous les cas, du contexte de travail aux archives départementales, qui a nécessité effectivement un accompagnement assez fort et bien de Cap Emploi, que ce soit sur l'angle, encore une fois, organisationnel, mais aussi accompagnement de l'équipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, il faut aussi faire preuve de pouvoir sensibiliser l'ensemble des collègues de travail dès lors qu'un aménagement lourd peut être mis en place, parce que cet aménagement, il peut aussi amener à devoir faire intervenir des personnes qui jusqu'à présent n'étaient pas amenées à intervenir sur le champ de la personne reconnue travailleur handicapé en termes d'aide, de collaboration, Mhm. etc., sur certaines situations, hein, quand il faut effectuer des ports de charge qui dépassent, on va dire, ce qui est fait naturellement. Donc, il y a tout cet accompagnement aussi qui peut être réalisé et vous avez raison, on intervient avec des partenaires. Les bilans de compétences sont forcément externalisés aussi, hein, par rapport à un partenaire avec lequel on est amené à intervenir. Voilà, donc pour ce qui nous concerne, Cap Ouais, Emploi, Pyramide Est, les ouais. CNAC, etc. Et j'en oublie plein d'autres. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Mais c'est vrai que ça vous paraît complètement naturel parce qu'aujourd'hui, vous avez ce réseau externe avec lequel que vous mobilisez régulièrement pour le traitement des situations. Mais en fin de compte, tout ça, c'est politique handicap. En fait, on commence par un bout et puis au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on traite des situations de plus en plus complexes et avec un réseau de partenaires qui s'enrichit avec le temps. Et vous avez très bien illustré tout ça. Alors, il y a plein de questions sur lesquelles. Alors, il y a des questions qui sont un petit peu technico-techniques, donc sur lesquelles je ne vais pas forcément répondre parce que ce n'est pas l'objectif du webinaire. Donc, il y aura de la frustration. Je vous demande de l'accepter. Merci beaucoup, Monsieur Thiel, pour votre éclairage. Merci pour ces partages, pour votre vision. Et puis, je vous propose que l'on poursuive nos échanges avec notamment le témoignage. Madame Grosse, merci encore et puis au plaisir. Merci à vous et puis n'hésitez pas à revenir sur effectivement les documents que je pourrais vous communiquer par la suite. Voilà. Très bien, je vous enverrai un message tout à l'heure. OK, Ok, Merci à beaucoup, merci Monsieur bientôt. bien. Thiel. Au revoir, au Merci. Bonne plaisir. Au revoir, continuation monsieur. à vous tous. Au Merci. revoir. Ouais. Alors, on a vu quelques questions quand même que je vais. Donc, le duo D inversé, le duo D au départ, c'était un agent qui accepte d'accueillir une personne en situation de handicap pour découvrir son poste de travail. Donc, et les entreprises adaptées et les ESAT ont proposé un duo inversé en disant, mais on pourrait aussi faire découvrir nos structures et les compétences des personnes que nous avons dans nos structures aux référents handicap, au personnel RH du droit commun, pour qu'ils se rendent compte qu'en fin de compte, on a un public intéressant et que l'on a une expertise dans la compensation du handicap. Et donc est venue cette idée d'un duo inversé. Et donc, dans ce cas, il faut, si vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé pardon, par ce type d'expérience, il faut prendre contact avec les EA et ESAT de votre département et puis leur demander s'ils mettent tout ça en œuvre. Vous avez l'UNEA
qui est l'Union nationale des entreprises adaptées, on a un délégué Grand Est Bourgogne-Franche-Comté, et qui connaît les structures qui mettent en œuvre ce type de duo. Ensuite, on a eu des questions sur le financement du FIP. Donc, enfin, tous les employeurs publics, sous réserve qu'ils soient à jour de leur contribution, peuvent bénéficier des aides du FIP. Et ceux qui ont une convention, en fin de compte, font effectivement un état des lieux de là où ils en sont dans leur politique handicap, des besoins d'aménagement, etc. En fait, ils font un prévisionnel de leur politique handicap pour regarder leur situation, et à partir de ce prévisionnel, bien en fait, s'établit un cofinancement FIPHFP employeur. Ces conventions avec le FIPHFP permettent aux employeurs de bénéficier d'un financement plus important que s'ils ne passent pas de convention, mais ça permet vraiment de structurer la politique handicap et de mettre vraiment un coup de boost à la politique handicap de l'employeur. Pour la brochure, je verrai. Pour la rédaction sur le stage, je suis désolé, là, c'est trop technico-technique. Et donc, je vous propose. Et puis, sur l'accompagnement des Cap emploi, eh bien, c'est vraiment le Cap emploi. Il y en a un par département. C'est le service financé par le FIP qui a à disposition des employeurs publics. Et son cœur de métier, c'est la compensation du handicap, qu'il s'agisse d'intégration ou de maintien dans l'emploi. Donc, le bon réflexe, c'est qu'un employeur peut contacter le Cap emploi en disant, voilà, j'ai une situation, j'aurais besoin de votre éclairage. Et ensuite, soit le Cap emploi est en capacité de traiter, soit il fait appel à un réseau d'experts qui est également financé par le FIPHFP. Et en fin de compte, ça va permettre de traiter les situations les plus pointues. Donc le Cap emploi, c'est un peu comme votre médecin généraliste. Il est capable de vous soigner d'une grippe ou d'une angine, et puis il est capable de vous envoyer vers l'expert, le spécialiste le plus pointu pour traiter des pathologies plus techniques. Alors, ce que je vous propose pour la suite, c'est qu'en fait, on va fonctionner à deux voies. À deux voix avec les témoignages filmés de Madame Grosse. Et puis, en complément, on aura le RHM qui viendra à la ressource handicap, le référent handicap mutualisé, pardon, de la fonction publique hospitalière du Grand Est, qui intervient au quotidien auprès de services des ressources humaines dans la fonction publique hospitalière, et qui va pouvoir nous apporter son éclairage à deux titres. Ils ont deux casquettes aujourd'hui. C'est à la fois, ils sont la mission handicap du centre hospitalier de Ravenel, hein, qui est engagé depuis longtemps dans une politique handicap. Donc, ils ont cette expérience dans leur établissement qui est très avancée sur la question. Et puis, à la fois, eh bien, ils interviennent en appui auprès de centres hospitaliers, soit de CHRU, de gros établissements, soit ça peut être aussi des EHPAD. On a dans la fonction publique hospitalière, on a des petits établissements, donc ils font un grand écart entre des établissements de plusieurs milliers de personnes et puis certains de quelques dizaines. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de passer à l'intervention donc de Madame Grosse, le temps de partager. Alors, je partage le son, je partage la vidéo. Et puis donc, Madame Grosse, je l'ai questionnée sur. J'ai commencé par lui parler du portage politique. Donc là, elle va nous faire un témoignage. C'est abordé hein, tout de suite par Monsieur Thiel. Que pense-t-elle du portage? Donc en fait, on a un employeur, c'est l'Université de Strasbourg. Madame Grosse est DRH de cette université. Et ils en sont à leur deuxième convention. En portage politique fort, il est difficile de lancer des actions, de les maintenir dans la durée. Donc, on a la vice-présidente ressources humaines et dialogue social, et quand je parle de portage politique fort, elle porte vraiment le dossier, c'est-à-dire qu'elle participe aussi aux actions. La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, elle était présente. Donc, elle est présente. Elle en parle aussi en conseil de présidence. Elle en parle lorsqu'elle réunit les enseignants, lorsqu'elle réunit les directeurs de composantes. Donc,
nous passons le message au niveau de la direction des ressources humaines, mais elle le passe aussi à un niveau, je dirais, plus politique. Alors, qu'en pensent nos amis du RHM Grand Est? Qu'est-ce que vous pensez du portage politique nécessaire à la mise en œuvre d'une politique handicap dans une structure publique? Alors bonjour, Mathieu Remy, je suis donc RHM Grand Est. Euh, et référent aussi handicap, enfin, je travaille aussi à l'hôpital de Ravenel. C'est sûr que le portage politique, alors je parle pour l'hospitalière, hein, où il y a quand même quelques particularités. C'est sûr que le portage, il doit être fait par le service des ressources humaines, comme l'a dit Monsieur Thiel, comme le dit Madame Cross. Mais aussi, il y a besoin qu'il soit appuyé par la direction générale de l'hôpital. Après, ça, c'est le portage politique qui va permettre de fédérer l'ensemble des directions, parce que si on n'a pas toutes les directions qui sont plus ou moins impliquées, on va avoir des problèmes à certains moments, notamment dans les achats de matériel. C'est bien beau de faire des études, de promettre des choses aux agents. Si concrètement, très rapidement, il n'a pas le matériel pour aménager son poste de travail, c'est beaucoup moins intéressant, quoi. Et ça peut arriver qu'il y a un décalage quand la direction des ressources humaines et la direction des achats communiquent mal, que l'aménagement de poste se fasse tardivement. Puis un portage de terrain qui est un peu moins politique, mais qui reste quand même politique, parce qu'il faut aller convaincre les cadres, les cadres de proximité, il faut accompagner les agents. Et cet accompagnement de terrain qui peut être fait par un SST ou par un agent des ressources humaines, un service de santé au travail, c'est pas trop mal, mais il doit se faire aussi en synergie, en symbiose avec le portage politique. Je pense qu'il se Alors passe vraiment vous-même, à deux niveaux, quoi. ouais, excuse-moi Mathieu, mais vous intervenez au quotidien auprès de services RH. Là, on l'a vu, hein, Monsieur Thiel disait aujourd'hui, c'est plus simple parce qu'il y a une nécessité, quoi. On a les compétences se font rares, donc à la fois ceux qui sont là, il faut qu'ils soient au travail, et puis à la fois, on doit être en capacité d'aller chercher peut-être des personnes qui ont des contraintes de santé et être en capacité d'aménager. Est-ce que ça, c'est des arguments aujourd'hui qui permettent peut-être de convaincre des directions de ressources humaines, alors qu'il y a quelques années, c'était un peu plus compliqué? Alors, Monsieur Thiel l'a vraiment très très bien illustré, hein. Nous, on a vécu juste avant le Covid un remaniement important qui était la pénurie de personnel. Avant, on était dans des plans de retour à l'équilibre, où le retour à l'équilibre se faisait principalement sur les lignes RH, donc le recrutement était difficile. À ce moment-là, le maintien dans l'emploi était important, parce que quelqu'un qui était en arrêt maladie pesait sur le budget de l'hôpital, et en même temps, il ne travaillait pas. Donc, on avait vraiment besoin que les compétences qui restaient à la maison, on disait un peu comme ça, puissent revenir au chevet du patient. Et les premières phases de nos conventions à Ravenel ont été faites là-dessus, principalement d'aller sur du maintien dans l'emploi, du retour à l'emploi, avec une certaine efficacité. Et puis après le Covid, on va dire ça comme ça, je ne suis pas sûr que le Covid ait vraiment un lien avec, mais je ne suis pas sociologue. Quasiment tous nos métiers à l'hôpital sont sous tension. Des médecins, des infirmiers évidemment, mais aussi aides-soignants, aujourd'hui les psychologues, vraiment tous les métiers sont sous tension. Donc le maintien dans l'emploi reste toujours aussi important, parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des agents un peu perdus comme ça dans la nature, mais on doit aussi pouvoir faire venir des compétences qui existent mais auxquelles on ne pensait pas avant. C'est-à-dire que le recrutement, pour nous, c'est un axe très très fort maintenant. Ça a vraiment énormément changé. Autant avant, on parlait plutôt de fidélisation, maintenant on parle d'attractivité aussi. C'est vraiment sur les deux trucs. Et qu'on a préparé ce webinaire ensemble, ce que vous me disiez, c'est qu'en fin de compte, un employeur qui était en capacité de dire, ben voilà, on a une politique handicap, etc., on est organisé et on a ce souci de la santé de nos agents, parce qu'en fait, c'est ça derrière, hein. Il y a la prévention, c'est éviter que les problèmes surviennent, et puis la politique handicap, c'est traiter les situations pour que l'agent soit dans des conditions adaptées pour travailler, adaptées à ses conditions de santé. Et bien ça, aujourd'hui, c'était en fin de compte
compte, ça renvoie les valeurs de l'établissement et que ça contribuait fortement à l'attractivité. En fait, il y a un axe fort dans la fonction publique hospitalière. Je connais moins les deux autres, hein, qui est venu vraiment là pour le coup avec le Covid, qui était la notion de prendre soin des soignants. Et on mène un tas d'actions pour s'occuper des soignants, montrer qu'on s'en occupe, etc. Et pour nous, c'est assez clair que avoir une politique handicap, avoir une structure qui permet, une structuration politique qui permet aux agents de continuer à travailler, c'est au cœur de s'occuper d'eux, quoi. On peut faire des actions QVT, un tas de trucs qui sont plaisants, hein, de la relaxation, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'améliorer les conditions de travail des personnes les plus en difficulté, là, le FIPHFP répond présent, nous donne les moyens de le faire. Et à titre d'exemple, à Ravenel, on a un dispositif qui ressemble à celui que M. Thiel exposait, de postes un peu en plus, comme ça, qui ne sont pas en plus budgétairement, mais dans les services, ils ne sont pas vraiment comptés. Nous, on appelle ça des postes tremplins. Et on a créé un service complet de tremplin pour des infirmiers. Et depuis 2009, ces infirmiers, en fait, ils ont une charge de travail un peu plus légère que nos infirmiers en structure de soins. On a un hôpital psychiatrique. Ils vont apporter de l'information aux patients hospitalisés sous contrainte. Ils leur rappellent leurs droits, etc. Donc, ils font quand même des entretiens infirmiers, mais c'est assez léger. C'est des postes où les agents sont là entre 6 mois et 1 an. Et au bout de 6 mois et 1 an, eh bien, on a soit aménagé un poste de travail qui leur permet de retravailler normalement, soit on acte la fin d'une activité professionnelle parce que le poste n'est pas aménageable. Bon, pour l'instant, on n'est jamais En tout arrivé cas, à ça ça. permet, mais l'intérêt, c'est que ça permet d'accélérer le retour de l'agent en poste de travail, hein, parce que sinon, elle resterait en arrêt, parce qu'elle ne pourrait pas revenir sur un poste d'infirmière classique. Bah oui. Donc, l'agent revient plus tôt, ça lui permet de reprendre le rythme, de se rentraîner, et puis ensuite d'identifier, parce qu'elles font le tour des services, hein, je crois, hein. Elles vont un peu partout, elles sont connues, et puis quand à un moment donné, un poste compatible avec les contraintes de santé se libère, ben, ça permet à l'agent de réintégrer assez naturellement. C'est bien ça? Ouais, c'est tout à fait ça, hein, OK. alors, pour l'instant, hein, depuis que le poste est créé, les postes là sont créés, on a 9 infirmiers qui sont retournés dans des postes infirmiers normaux, classiques, c'est-à-dire D'accord. sans aménagements importants, surtout sans restriction, sans éviction de tâches. Ça veut dire que très concrètement, notre direction des soins, pendant que leurs collègues des autres hôpitaux vosgiens étaient en train de rechercher des infirmiers, nous, on en a 9 en interne qui ont repris des postes infirmiers. Et c'est un axe qui nous a permis d'être un tout petit peu moins en pénurie que nos collègues. Et puis, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres hospitaliers dans le webinaire, mais ça Il a y en a. permis aussi à l'hôpital Ravenel d'aller capter des infirmiers qui étaient dans d'autres hôpitaux et qui étaient en difficulté du fait de leur handicap et qui sont venus travailler chez nous. Là, Parce vous qu'ils n'allez pas savaient que vous nous, faire que des on allait copains. aménager leur poste. Bien. Merci pour ce témoignage. Alors, on a entendu dans le témoignage de Monsieur Thiel que la communication, c'était quelque chose d'important. Parce que c'est ce qui c'était nécessaire pour faire changer les représentations et pour faire intégrer dans la culture commune que la compensation du handicap, eh bien, c'est dans l'intérêt des agents, mais des collègues, du collectif et du fonctionnement de la structure. Je vous propose de voir ce qu'on dit à Madame Grosse de l'université. Alors, je vais essayer de ne pas me planter sur la vidéo. Je crois que c'est celle-là. On s'est rendu compte qu'on ne communiquait pas suffisamment sur justement cette convention que nous avions signée par les actions que nous mettions en place, que ce soit dans le cadre du recrutement, de l'accompagnement. Nous n'étions pas connus de la communauté universitaire. Donc, on avait ce qu'on appelle la cellule handicap et travail qui suivait les personnels et on a changé aussi la dénomination en l'appelant Réseau handicap et travail. Donc, on a fait de la publicité à la fois sur le site amiral de l'université, sur notre site interne,
On en a parlé en réunion de directeurs de composantes de formation, en réunion des responsables administratifs. On a essayé d'en parler un maximum. On a aussi on a rédigé une petite plaquette aussi d'informations qu'on a mis à disposition dans les différentes structures, mais aussi au niveau de la DRH. Et on a vraiment essayé de communiquer, je dirais, tous azimuts. Il a permis quand même d'avoir un retour des personnels qui maintenant nous connaissent la référente FIPHFP, connaissent la correspondante handicap et vont peut-être un peu plus spontanément vers ces personnes. Alors, on a aussi développé ce réseau handicap et travail avec les autres partenaires de l'université, c'est-à-dire essentiellement avec le service de santé au travail, nos médecins, la psychologue du travail, l'assistante sociale. Et on a tissé, nous, au niveau de la DRH, des liens plus étroits avec aussi la direction des finances pour la prise en charge des aménagements, mais aussi avec la direction du patrimoine immobilier pour la mise en place des aménagements. Donc, on a tout un réseau interne qui nous permet de communiquer déjà au sein de l'université, mais on a aussi essayé de communiquer vers l'extérieur. Et donc, l'effort qu'on a fait cette année, c'est sur la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, où on a vraiment eu un programme relativement riche, je dirais, et ça a très bien fonctionné. Donc, il y a eu une table ronde pour comprendre les barrières à la déclaration d'une situation de handicap au travail, parce qu'il y a quand même encore quelquefois une certaine réticence. Et là, on a eu la table ronde avec nos médecins du travail, avec l'assistante sociale, avec aussi une chargée de communication qui nous accompagne. Il y a eu des ateliers aussi d'accessibilité au numérique. Il y a aussi eu ce qu'on appelle une petite expérience sur venez vivre une expérience immersive en réalité virtuelle pour expérimenter le vécu en milieu professionnel d'une personne en situation de handicap. On a aussi mis en place une expérience gustative, venez dîner dans le noir. On a participé au Duo Day pour faire connaître, faire découvrir son métier à une personne en situation de handicap. Donc, on a accueilli aussi des personnes. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Une petite campagne de dépistage sur le diabète au travail. Et chaque jour, on envoyait un message sur le réseau interne, un jour, une information sur handicap et travail. On a aussi développé nos formations, par exemple, manager une personne en situation de handicap et l'accompagnement des personnels ou des étudiants en situation de handicap. Donc, on a vraiment essayé de développer la communication et d'en parler et de faire connaître ce qu'est l'emploi des personnes en situation. Alors, le RHM, qu'est-ce que vous pensez? Faut-il comme ça communiquer tout azimut? Parce que c'est assez impressionnant là, hein. Je ne sais pas si vous avez vu le programme de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, mais c'était vraiment impressionnant et on a quand même le sentiment que ça marche. Quel est votre regard au niveau du RHM? Alors, je vais me permettre de prendre la parole. Donc, Mais Alexandra Ferreira. Permettez-vous, Alexandra. Donc, je suis la référente handicap mutualisé comme Mathieu, hein, dans le Grand Est, avec une de nos collègues qui n'est pas là, Patricia Vigneron. Et je suis également référente handicap au sein du centre hospitalier Ravenel à Mirecourt. Donc, nous sommes une équipe effectivement pluridisciplinaire. On est tous effectivement une personne seule, un référent seul ne peut pas faire le travail de plusieurs personnes. Donc, c'est bien d'être entouré. Et comme l'a bien dit tout à l'heure Monsieur Thiel ou Madame Grosso aussi, ça passe la communication
communication est primordiale au sein d'un établissement pour se faire connaître, pour déstigmatiser le handicap au sein d'un établissement. Nous, effectivement, lorsqu'on a conventionné avec le FIP, il y a quelques années déjà. Alors, tout au début, alors la communication a été notre cheval de bataille, hein, effectivement. On a formé, on a souhaité former tout le personnel d'encadrement de notre établissement à l'époque, parce que c'était, mais pas uniquement le personnel d'encadrement, le comité de pilotage de notre COPIL, en fait, handicap. Et on a souhaité donc le copilant lui-même, le personnel d'encadrement, les personnes, les représentants du personnel également, et tout le personnel encadrant de l'établissement, ce qui faisait à peu près 80 personnes. Et ce sont des choses qu'on remet à jour aussi. Et dès lors où on a un nouvel encadrant, on le forme donc à ces missions d'accueil de personnes ou de collaborateurs en situation de handicap. Et on se rend bien compte qu'avec ce genre de formation, eh ben, il y a la formation redescend au sein des équipes même. Merci pour ce témoignage. Alors, la communication, ça peut prendre du temps. Envoyer un mail, il faut l'écrire, il faut le faire valider. Et puis, de l'écrit, les gens ne lisent pas. La vidéo, c'est mieux. Puis, si on fait une plaquette, il faut qu'elle soit jolie. Et puis, on n'a pas forcément un infographiste. Enfin, j'ai envie de dire que ça peut vite être compliqué. Il y a un certain nombre d'outils, hein. On nous en fait la promotion régulièrement. C'est sur le site vous allez sur le site du FIP, l'espace employeur, espace ressources. Et puis ensuite, vous prenez, il y a un moteur de recherche, vous mettrez sensibilisation, information, sensibilisation, et vous avez plein d'outils de com, des vidéos, des mailings, tout ce que vous voulez, des affiches. Est-ce que ces outils-là, est-ce que vous les conseillez aux employeurs que vous conseillez régulièrement? Est-ce qu'ils les utilisent? Est-ce que ça permet déjà, parce qu'on a vu qu'il fallait beaucoup communiquer, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi beaucoup d'outils de com. Est-ce qu'avec ça, il y a déjà de quoi faire? Alors, Oui. sur la communication, oui, hein, c'est vrai que le FIP-HFP, via les Handipacts aussi, enfin, l'Handipact de Grand Est publie pas mal d'objets de communication qui sont très très bien faits en fait. Enfin, des fois, ça sert à rien de réinventer une plaquette qui explique une action handicap ou une aide du FIP-HFP quand elles sont déjà très très bien faites par ailleurs. Donc nous, on conseille aussi celle de l'ANFH. Dans l'hospitalière, c'est notre organisme privilégié de formation. Mais ce qu'on conseille aussi par rapport à l'utilisation de ces outils-là, c'est que la communication ne doit pas être un préalable à l'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas communiquer avant d'agir. Le mieux, c'est quand même d'agir et de communiquer sur ce qu'on fait. En matière parce que les personnes en situation de handicap sont souvent des personnes aussi en souffrance et en attente. Et on a remarqué que dans certains établissements, quand on communiquait avant d'agir, ça crée une sorte de frustration chez les agents. Ils disaient, tout ça c'est de la parlotte, mais concrètement sur le terrain, je ne sais pas répondre. Alors que quand on communique sur déjà ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de mettre en place, ça permet aux agents de venir vers les services RH ou les services de santé au travail et d'avoir une réponse. Moi, c'est ce que je ressens auprès des agents. La plus grande crainte qu'ils ont, c'est de faire savoir leurs difficultés et qu'on leur réponde, qu'il n'y ait rien en face. À Ravenel, ce qu'on a fait énormément, c'est utiliser les témoignages de nos agents. On a encore fait une petite cérémonie hier au CH sur la politique handicap. Il y a 3 agents qui sont venus expliquer leur parcours. Et sincèrement, c'est quelque chose d'extrêmement fort quand on le couple avec les outils de communication plus classiques. Nous, on trouve que c'est extrêmement efficace. Et la semaine de la santé, la semaine de l'emploi des personnes handicapées, c'est un moment formidable pour exprimer tout ça, parce qu'il y a une émulation nationale là-dessus. Et tout à l'heure, Mme Cross en a parlé un petit peu, le DUOD. Le DUOD, c'est quelque chose de parfait, parce que c'est une action
concrètes pour une personne en situation de handicap, et en même temps, c'est de la com. Merci. Alors, c'est vrai que les outils de com qui sont proposés par le FIP permettent d'aborder le sujet, de donner de la formation, mais à un moment donné, communiquer sur des réussites, des traitements de situations qui ont fonctionné, ça permet de montrer la preuve qu'on n'est pas dans de la parlotte, on fait ce qu'on dit, quoi. On a annoncé des choses, on a mis en place des choses, et puis aujourd'hui, voilà le résultat. Donc, faites-nous confiance, vous voyez, on fait ce qu'on dit. Voilà. Et je vous rejoins complètement, il faut faire les deux. Merci, Madame Borner, pour votre. Vous souhaitez peut-être prendre la parole pour dire comment vous avez utilisé les outils du Handipact et puis globalement du FIP. Si vous avez un micro. Corinne, vous m'entendez? Une fois? Deux fois? Bon, tant pis. Il ne doit pas y avoir de micro. Ce que je vous propose, merci pour vos. Donc, on aura quand même bien vu. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vous propose j'ai encore deux petites vidéos deux thèmes. Enfin, j'en ai même trois. Oui? Guido ? Oui, ça y est, je Oui. vous entends. Le temps que je trouve l'icône, voilà, excusez-moi, du micro Allez-y. dans tout l'affichage. Oui, effectivement, je vous disais en complément de ce que disait Madame Gross, ma directrice. Donc, effectivement, nous, on s'est servi cette année et on s'en était aussi déjà servi l'année dernière de l'outil, effectivement, du Handipact. Donc, on a nommé, je crois que c'est vous qui l'aviez nommé, hein, un jour une information ou peut-être que nous, on l'a un petit peu transformé au niveau du titre. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment repris les infos qu'on trouve sur votre site, hein, sur le site du Handipact. C'est sur le FIP maintenant. Tout est centralisé sur le FIP maintenant. Excusez-moi, sur le FIP. Et donc, effectivement, on a repris aussi les témoignages et vraiment les thématiques. Et donc, ça avait déjà été très apprécié l'année dernière. Autant les webinars qu'on avait organisés l'année dernière on n'avait pas donné grand-chose, et autant c'est une information, je dirais, très compacte, condensée, avait été beaucoup appréciée. Donc, on l'avait entre autres renouvelé, entre autres de ce que présentait Madame Gross, donc on l'avait renouvelé. Et donc là, vraiment, les outils, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de réinventer le fil à couper le beurre, parce que c'était vraiment, c'est bien fait. On avait également mis en œuvre, pour compléter, un jeu qui s'appelle le Handiquoi. Donc là, je dirais, c'est une mutualisation d'un jeu qui a été fait pour les étudiants et qu'ils nous prêtent pour, par exemple, pour la semaine de la CEF. Et on avait aussi notre souci, c'était de faire des actions, pas uniquement sur le campus central, de l'Université de Strasbourg, puisqu'on a différents campus, mais aussi d'essayer de délocaliser les actions le plus possible. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, et je dirais que c'est une préparation quand même qui se fait je ne vais pas dire sur plusieurs mois, mais bien 4-5 mois à l'avance, pour en tout cas juste la semaine de la CEF, quand on veut déployer plusieurs actions. Et c'est vrai que vous aviez un plan d'action qui était quand même particulièrement ambitieux cette année. On n'est pas obligé, on peut faire des choses un peu plus raisonnablement, et puis, mais en fait, c'est un cercle vertueux, la politique handicap. Donc, quand on met le doigt dedans, on se rend compte qu'on a envie d'aller plus loin, et c'est votre cas. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose allez, j'ai encore deux petits thèmes. Il me reste moins de 10 minutes, donc je vous propose d'aller, mais ça va, celle-ci est courte. Donc, sur les résultats. Les personnes se déclarent quand même, je veux dire, plus facilement, parce qu'on leur présente aussi tout ce qu'il est possible de mettre en place, des aménagements de leur poste de travail. Ça permet effectivement aux personnes de ne pas être en arrêt maladie ou d'être moins Donc, pour l'équipe, c'est aussi un plus. Ça permet aussi à l'équipe d'être solidaire avec la personne et de l'accompagner. Ça permet aussi
une meilleure qualité de vie et des conditions de travail de la personne. Et puis, ça permet surtout à la personne de rester, pas s'en couper complètement. Bon, c'était un petit peu haché. J'espère que vous avez pu comprendre. C'était une petite synthèse sur les résultats. Hein. On voit bien que, alors il y a des chiffres hein, sur on a vu tout à l'heure l'évolution du taux d'emploi pour le conseil départemental de Moselle. Là, on voit également que on double pas, mais presque. Hein. Et on voit surtout qu'il y a une amélioration, les gens sont moins en arrêt. Donc l'objectif qui était visé, c'est d'arriver à compenser les problématiques de santé, de permettre aux personnes de travailler. Ben voilà, c'est ce que concrètement on arrive à faire. Du côté du RHM, quelle vision vous avez des employeurs comme ça qui réussissent à déployer? Est-ce que ça, c'est un constat qui est quelque part universel? Alexandra, je ne vous entends pas. Oui, oui, en fait, je te rejoins, Stéphane. C'est vrai qu'un établissement, quand il s'est lancé dans une politique handicap, il ne la quitte plus quand il y arrive. Le problème, c'est quand il n'y arrive pas, c'est un peu plus compliqué. Mais on voit que des établissements, je ne vais pas les citer, mais il y a notamment Nancy, Charleville-Mézières, enfin Bel-Air et Mulhouse, qui me viennent en tête comme ça. Je ne les vois pas sortir de cette politique handicap, ça fait partie de leur politique RH. Parce que ça leur permet de mener beaucoup de questions, beaucoup d'axes de leur politique des ressources humaines, que ce soit l'attractivité, mais que ce soit aussi le retour à l'emploi. Et c'est tous des établissements qui, en fait, utilisent la politique handicap comme support des autres axes RH. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, une intégration à la politique des ressources humaines de cette question de l'emploi des personnes en situation de handicap, de l'inclusivité et de tous ces axes-là. Et à partir de là, c'est vrai que c'est quand même assez... ça a l'air facile après. En tout cas, c'est naturel. Ouais. Alors, en fait, tu t'en es pas rendu compte, mais tu me fais une belle transition pour le dernier message C'est un métier. Hein. De Madame Grosse. Ah, mais quel talent, merci. Même si ça prenait du temps, c'était quand même pour une direction des ressources humaines une satisfaction aussi d'accompagner ces personnes. Mais c'est vrai qu'il a fallu quand même attendre la deuxième convention. Ça ne se fait pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être impatient. Il faut continuer à communiquer, à en discuter et il faut que ce soit porté. Et ça, c'est vrai que je reviens sur le portage politique qui est indispensable. Je pense que C'était un message court. Alors, il y avait plein de choses. Je n'ai pas pu tout retenir. Sinon, on arrive juste. Il y a 60 situations qui sont traitées par an à l'université de Strasbourg avec des personnes qui sont maintenues dans l'emploi, etc. Donc, mais j'aimais bien ce message de dire voilà, il faut être patient. On voit bien que communiquer, créer la confiance, ça prend forcément du temps. S'organiser, apprendre à traiter les situations, apprendre à travailler avec des partenaires, etc. C'est un apprentissage. Et à la fin, j'ai demandé à Madame Grosse, et si le FIP arrêtait de financer votre politique handicap, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, elle nous a dit qu'elle continuerait évidemment sur les moyens de l'université parce qu'aujourd'hui, il voit les résultats, il voit l'efficience et il sera hors de question de revenir en arrière. Voilà. Donc, je ne sais pas au niveau du RHM, ça allait, Mathieu, ça allait dans le sens de ta remarque, mais je vous laisse la parole. Oui, alors je vais donner une anecdote. Enfin, je vais partager avec vous une anecdote. On a voulu faire un petit film sur la politique handicap de notre établissement, donc à Ravenel dans les Vosges. Et on a interviewé tous nos directeurs en leur posant la question simple, ça vous apporte quoi? Et
il y a eu notre directeur financier qui était notre DRH avant, enfin bon bref, il connaissait bien la politique handicap et il nous a dit que financièrement c'était intéressant pour lui, enfin, et que ça lui donnait de l'oxygène, etc. Puis à un moment donné, il évoquait le fait que la subvention du FIPHFP, c'était pas là où il faisait le plus d'économies. C'était sur l'absentéisme, les gens parce que ça nous coûte cher. C'était sur un tas d'autres petits, un tas d'autres axes où vous voyez que c'était vraiment, que c'était vraiment rentable, entre guillemets. Et c'était cocasse que notre directeur financier, souvent, on a l'impression, enfin, nous, on avait l'impression qu'il râlait parce qu'on achetait des trucs, il y a le restant à charge du FIP et tout ça. Mais en fait, ce n'était pas du tout ça. Il nous disait non, nous, c'est vraiment super parce qu'on voit bien qu'en fait, sur les axes RH, ben, ça donne de l'oxygène parce qu'on voit techniquement que l'absentéisme baisse, que les gens sont plus souvent là, que voilà. Je pense que voilà, c'est à quoi ça me faisait penser. Eh ben, c'est une belle conclusion. Alors, je vois qu'on n'a pas forcément d'autres questions. On arrive au terme de notre horaire. Philippe, est-ce qu'on te laisse le mot de la fin? C'est un peu cavalier de t'alpaguer comme ça en fin d'échange, mais on a parcouru notre ordre du jour. On a eu, en tout cas, merci beaucoup pour nos intervenants. Merci Monsieur Thiel, même s'il n'est plus avec nous. Merci Madame Gross. Et puis, merci au RHM parce que vous nous avez aussi apporté avec votre double casquette, votre éclairage et vos expériences. Philippe. Oui, bien entendu, j'associe mes remerciements au tien, Stéphane, aux trois intervenants, parce que déjà, c'était les trois versants de la fonction publique, mais au-delà de ça, on voit bien qu'il y a quand même une communauté de points de vue. Moi, j'en retire plein de choses, bien évidemment, mais un peu aussi, d'ailleurs, ce que je disais en introduction, c'est la nécessité absolue d'un portage politique, ça c'est évident. J'entends aussi que finalement nos échanges ont beaucoup porté sur l'importance de la communication. Et puis dernier point, enfin je ne reviens pas dessus bien sûr, ça a été dit beaucoup mieux que je le dirais, donc c'est juste pour synthétiser. Mais dernier point, c'est votre dernier échange et ce que disait aussi Madame Gross. Moi, je voudrais juste citer, enfin, pas citer en le citant, mais citer certains employeurs qui sont conventionnés depuis un certain temps avec le FIP. Et quand Mathieu disait, une fois qu'on est rentré dans la politique handicap, on n'a plus envie d'en sortir. Moi, j'ai certains employeurs que je connais, qui sont maintenant expérimentés, chevronnés en matière de politique handicap, et qui ne maximisent pas les aides du FIP. Vous voyez ce que je veux dire? Ils les optimisent, ils ne les maximisent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas forcément jusqu'au taquet du plafond du maximum de ce que le FIP peut proposer en termes d'aide. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appropriés, en fait, leur politique handicap. Et l'aide du FIP, alors c'est certes l'aide financière, mais c'est aussi tous les dispositifs qui ont été cités que le FIP finance, Cap Emploi, l'emploi accompagné, Comet, les études ergonomiques, j'en passe. Et en fait, voilà, ils ont acquis une telle maturité, je dirais, dans leur politique handicap, que finalement, les aides financières du FIP, bon, c'est très bien, c'est pas ça, mais voilà, je les prends, mais je les maximise pas parce que j'ai pris en compte en interne ma nécessité de mener cette politique handicap, et cette nécessité, c'est pas juste répondre à une obligation légale. On voit bien que le conseil départemental, ça y est, il a dépassé les 6% depuis un certain temps. Comme le disait Mathieu, c'est vraiment un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre une politique handicap comme étant juste une charge de fonctionnement. C'est un véritable investissement parce que en termes on l'a dit, baisse de l'absentéisme, mais aussi en termes d'attractivité. Et en ce moment, c'est extrêmement important d'être attractif quand on est un employeur public. On l'a dit pendant nos échanges. C'est tout bénef, si j'ose dire, excusez-moi l'expression. Donc finalement, le budget qui est consacré à cette politique handicap, on en voit, quand on a un employeur public, on en voit assez vite le retour, parce que un employeur qui est très à l'écoute, qui est très accompagnant de ses collaborateurs qui peuvent présenter des difficultés,
eh ben, il en recouvre les bénéfices assez vite. Voilà, c'est le message que je voulais vous lancer. Si vous avez encore des hésitations sur dois-je y aller à fond sur la politique handicap, je pense après nos échanges d'aujourd'hui, il n'y a plus débat. Ouais, merci à tous pour votre participation. Merci Philippe. Et si vous attendez quelques secondes, je vous mets le lien pour aller chercher les ressources de communication du FIP. D'ailleurs, je pourrais... Allez, j'y vais. J'en ai pour 30 secondes. Voilà, vous trouvez le lien. Vous allez dans l'espace employeur, ressources employeurs, centre de ressources. Et puis en bas, vous avez un moteur de recherche. Vous choisissez le sensibilisation et communication. Et je vous conseille il y a deux outils que je vous conseille. Il y a une valise semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Et donc là, vous avez peut-être une trentaine d'outils téléchargeables sur une même page. Et puis, il y a une boîte à outils référent handicap, sensibilisation, dans lequel il y a également, c'était la valise SEPH, c'est nous qui l'avons faite, et l'autre, la boîte à outils, c'est nos confrères de Grand Ouest, je crois, qui l'ont fait également. Et il y a des outils différents. Ce qui fait qu'avec tout ça, vous avez déjà de quoi communiquer peut-être plusieurs années, pendant plusieurs années. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir Aurélia.